Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur cette édition de 22 heures. Voici les titres de ce journal. Les élèves de l'enseignement fondamental retrouvent les salles de classe. Toujours dans l'actualité nationale, à Arta, le 27e rencontre du comité conjoint des administrateurs frontaliers. Enfin, pour l'actualité internationale, 28% des espèces répertoriées sont menacées, alerte l'USN. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 22 heures. Voici les titres, le journal au complet. Plus de 152 000 élèves de l'enseignement fondamental et secondaire, dont notamment 6 512 élèves de préscolaire, 115 571 du primaire et 47 796, ainsi que 23 000 élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle reprennent le chemin de leurs écoles, collèges et lycées à travers tout le pays ce dimanche 5 et lundi 6 septembre 2021. Cette année aussi, la rentrée est placée sous le signe de la prévention et des mesures barrières contre la Covid-19. Sous le regard attentif des enseignants et des directeurs d'école, les enfants ont tous respecté les gestes barrières en se lavant les mains aux stations de lavage installées dans les cours des écoles. Il faut dire que le MENFOP a maintenu les dispositifs et les mesures drastiques prises depuis l'apparition de la pandémie du Covid-19. À ce titre, de l'eau de masque, de gel hydroalcoolique et des quantités de produits de nettoyage d'hygiène sanitaire comme les savons et les détergents dans les stations de lavage des mains ont été émis en œuvre. Outre la prévention et les mesures barrières, cette année est également placée par le MENFOP sous le signe de la transformation, de la performance et de l'excellence. Comme dans son habitude, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Mostafa Mohamed Mahmoud, accompagné des hauts responsables de son département, s'est déplacé dans plusieurs établissements du primaire et du collège de la capitale afin de constater de visu les conditions d'accueil des élèves. Dans sa tournée, le ministre s'est assuré de la disponibilité de masques, de gel et des stations de points de lavage des mains au sein de tous les établissements visités dans la capitale. Le ministre a démarré sa tournée à l'école de la République avant de se rendre dans les écoles de Balbala 2 et 3 et enfin le collège de Fukuzawa. À chacune de ces étapes, le ministre a pris langue avec les enseignants, mais aussi les élèves et les personnels administratifs pour s'enquérir des conditions de cette reprise. Par ailleurs, un accent particulier a été mis sur le nettoyage des toilettes des établissements scolaires et leur environ immédiat tout au long de l'année scolaire. Il faut souligner que l'école djiboutienne poursuivra la mise en œuvre du projet transformateur qui prendra en compte les nouveaux contenus et programmes ayant fait l'objet de révision, de correction et d'amélioration. À présent, nous avons dans notre studio M. Mohamed Moussa Yabé, conseiller technique et secrétaire général par intérim du MENFOP. Bonsoir M. Mohamed. Bonsoir. Bonsoir. Et je voudrais vous poser quelques questions sur les rentrées scolaires d'hier et d'aujourd'hui. Que pouvez-vous nous dire sur cette rentrée scolaire de cette année? Bonsoir. Effectivement, quelques 120 000 élèves de l'enseignement fondamental ont rejoint leurs classes respectives ce matin et nous attendons environ 20 000 demain, lundi 6 septembre, les élèves de l'enseignement secondaire et de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Il est vrai que la rentrée scolaire a été quelque peu perturbée par la pluie ce matin, notamment dans les zones des communes de Razidika et Bolaos, mais globalement, la rentrée scolaire s'est faite dans la sérénité, Dieu merci, et surtout aussi grâce au personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Une autre question, M. Mohamed Moussa. Quelles sont les nouveautés de cette rentrée? D'accord. Alors, par rapport à cette rentrée scolaire 2021-2022, il faut rappeler que le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle s'est engagé à scolariser tous les enfants du pays. C'est vrai, les efforts consentis par l'État sont considérables, mais il y a encore du boulot. Donc, par rapport à ça, cette année,
9 nouvelles structures scolaires sont prêtes pour accueillir davantage des élèves. Ça, c'est la première nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est par rapport au préscolaire. Les ministères s'engagent à élargir l'offre éducative par rapport à cet ordre d'enseignement parce que nous sommes convaincus que plus l'enfant va baigner dans l'univers scolaire très tôt, plus ses performances scolaires seront meilleures. Donc, le ministère veut que, à terme, tous les enfants de Djibouti aient au moins une année scolaire, une année de préscolaire. Vous savez, dans le passé, à travers la loi numéro 96 de 2000, l'éducation est obligatoire entre 6 et 16 ans. Nous sommes en train de retravailler cette loi de telle manière que l'éducation préscolaire devienne obligatoire. Et la troisième nouveauté par rapport à cette rentrée, c'est l'ouverture des 6 nouvelles écoles bilingues et technologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que ce sont des établissements dont les langues d'enseignement sont le français et l'arabe. Et nous voulons, à partir à l'issue de leur scolarité, nous attendons des parfaits bilingues. Voilà 3 grandes nouveautés de cette rentrée scolaire. Merci encore, Monsieur Mahmoud. Si encore je peux me permettre de poser une autre question, quelles sont les priorités du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle? D'accord. Alors, par rapport aux priorités du ministère, vous savez, chaque année, les ministères proposent une lettre de cadrage. Dans cette lettre de cadrage sont inscrites toutes les priorités du ministère. Alors, par rapport à cette année, l'année dernière, le ministère a recruté 18 nouveaux inspecteurs. Donc, une des premières priorités, c'est que ces inspecteurs soient opérationnels le plus tôt possible. Parce que nous sommes persuadés que plus les enseignants seront mieux encadrés, plus la qualité va venir. Deuxième priorité, c'est la révision des curricula de l'enseignement fondamental. Nous sommes en pleine révision. Déjà, elle a touché la première année, la deuxième année et la 6e année. La 3e année et la 7e année sont en expérimentation. Donc, dans 2 ans, Inch'Allah, nous aurons touché tous les niveaux de l'enseignement fondamental. Donc, nous insistons sur cette révision parce qu'elle nous permettra de traduire en acte les orientations du ministère. 3e priorité, si vous le permettez, c'est la mise en œuvre de la politique nationale enseignante. Vous vous souvenez, l'année dernière, nous avons fait des consultations nationales. Il y a eu un forum sur les métiers d'enseignants. Cette année, après la réflexion, l'action. Donc cette année, le ministère veut mettre en œuvre cette politique. Et parmi les mesures qui vont être traduites en acte, c'est l'amélioration des conditions de travail de l'enseignant. Nous voulons aussi que les enseignants soient formés davantage sur la déontologie et l'éthique professionnelle. Et aussi, comme nouveauté majeure, cette année, le ministère a décidé d'inspecter tous les enseignants titulaires. Parce que plus l'enseignant son travail va être apprécié, et plus nous pensons que les performances, ça va avoir un impact sur les performances des élèves. Peut-être 2 points encore, monsieur, c'est par rapport au projet Mon école à moi. Ces 2 dernières années, nous avons mis en place un projet qui s'appelait Mon école à moi, et souvent on incitait la communauté éducative à s'approprier l'école, à la nettoyer, mais cette année, un accent particulier va être mis sur tout ce qui est transmission des valeurs citoyennes et républicaines. Un dernier point par rapport au protocole, c'est le protocole sanitaire. Vous savez très bien que le Covid n'est pas parti. Nous devons être vigilants et conformément à la circulaire du Premier ministre et aux recommandations du ministère de la Santé, les enseignants du pays sont tenus à se vacciner. Pour terminer, je vais évoquer aussi l'enseignement technique et la formation professionnelle. Pour les ministères de l'Éducation, ce volet est un volet important. Donc, une politique nationale a été mise en place. Cette année, on va la mettre en œuvre. Un plan d'action opérationnel est prêt. Donc, nous voulons que l'enseignement technique et la formation professionnelle soient de plus en plus adaptés aux besoins du marché et que nos élèves s'insèrent davantage dans les marchés de travail. Merci, Monsieur Mohamed Moussa Yabe, d'accepter notre invitation sur nos plateaux ce soir. Et c'était Mohamed Moussa Yabe, le conseiller technique et secrétaire général par intérim auprès du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle.
Passons aux actualités nationaux. Je vous emmène à Arta où les travaux du 27e réunion du comité mixte djibouto-éthiopien des administrateurs et fonctionnaires des frontières se sont tenus aujourd'hui dans la région d'Arta. Cette 27e réunion a vu la participation du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé, du vice-ministre de la Paix, du vice-ministre de la Santé, de l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, du président du conseil régional, des préfets, des personnalités civiles, notamment des administrateurs des régions frontalières et enfin des officiers supérieurs des deux pays. La rencontre s'est caractérisée par une compréhension mutuelle des intérêts communs des deux pays. Elle a permis aux deux parties d'entamer des discussions sur la circulation des biens et des personnes, les transports par bus, les flux d'immigration, la traite humaine, la transhumance des communautés pastorales, la paix et la sécurité et la santé humaine. C'est dans une atmosphère de compréhension mutuelle que les deux parties vont élaborer conjointement un procès-verbal relatif aux différents points qu'ils ont convenu de mettre en œuvre pour non seulement améliorer les conditions sanitaires et sécuritaires des biens et des personnes issues des régions 6 des parts et d'autres de la ligne frontalière séparant les deux nations, mais lutter également contre le trafic de commerce illicite et l'immigration clandestine. C'est dans ce fait une gestion efficace et coordonnée alliant les capacités conjointes des autorités des régions frontalières est indispensable pour une meilleure circulation des biens et des personnes entre les deux pays et une transformation des zones transfrontalières en une large bande dynamique et prospère, lieu d'échange, de rencontres et de partage. يمعونك سفر أساق عزب فوح عليه سيسيكو قرايق حين عيبا برتيو حكانك دايسي سي توبكو جيبوتي توبيا توبكو حكانك دايسي سي توبكو جيبوتي توبيا توبكو أمة الدربوتا تربي فوح الحري جبوتي تبيا توبكيني وارلي جبوتي تبيا ستري دملي جبوتي تبيا توبكيني وارلي جبوتي تبيا ستري دملي أمة الدربوتا تربي فوح الحري جبوتي تبيا توبكيني وارلي جبوتي تبيا ستري دملي جبوتي تبيا توبكيني وارلي. La ville d'Arta, très appréciée par son climat, a accueilli ce matin pour la première fois la rencontre des administrateurs frontaliers Djibouti-Éthiopie. Le président du conseil, M. Ilmi Bou, et le préfet de la région d'Arta, M. Mohamed Cheikho, ont souhaité la bienvenue aux deux délégations qui discutent des sujets importants concernant les échanges entre les deux pays frères, qui est Djibouti et l'Éthiopie. L'honneur de la série de cette réunion dans la ville d'Arta, qui est une ville de la paix connue dans la région. Je profite de cette occasion pour signaler que la ville d'Arta, depuis 2008, était la première ville qui a initié le jumelage avec la région de Harar. Cette ambition avec d'autres régions, d'autres États de la République fédérale d'Éthiopie, afin de mieux faire l'intégration régionale. Je vous remercie beaucoup et je dis vive la République de Djibouti, vive la République fédérale d'Éthiopie, vive l'amitié entre Djibouti et l'Éthiopie. La tenue de notre réunion d'aujourd'hui témoigne une fois de plus de l'intérêt nourri par le gouvernement de nos deux pays pour raffermir davantage la coopération entre nos deux nations sœurs. Aussi, je pense qu'il est primordial pour nous de réfléchir au cours de cette nouvelle rencontre des voies et moyens de renforcer et de revitaliser nos échanges en matière de circulation des biens et des personnes, la circulation des véhicules et des personnels commerciaux, l'immigration clandestine, le renforcement de la sécurité, la santé humaine et animale, les transports, les transhumances de nos populations pastorales des parts et d'autres de nos frontières.
Pour ma part, je suis pleinement convaincu que nos travaux d'aujourd'hui aboutiront à des résultats fructueux susceptibles de donner un nouveau souffle aux travaux de notre comité conjoint, et ce dans le but de mieux servir les intérêts de nos deux nations. L'ambassadeur de l'Éthiopie à Djibouti a souligné que cette rencontre des administrateurs frontaliers vont discuter et échanger sur les voies et moyens pour fluidifier les échanges entre Djibouti et l'Éthiopie, liés par des liens solides et séculaires. Quant à la ministre déléguée à la paix de l'Éthiopie, Mme Frialem Shibabao, a annoncé que les relations entre les deux pays sont basées sur les valeurs sociales et culturelles communes. Ces relations sont une source de satisfaction pour Djibouti et l'Éthiopie et seront renforcées à l'avenir. La ministre a aussi remercié la partie djiboutienne et la population de la ville d'Arta pour son accueil chaleureux. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, tout en souhaitant la bienvenue à la délégation, a souligné que les discussions sur les questions de santé seront importantes en cette période de la pandémie du Covid-19. Nos deux pays entretiennent des relations historiques, fraternelles et ancestraux. Ces relations sont toujours raffermies et encouragées par les relations excellentes qu'entretiennent le président djiboutien, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, et le Premier ministre éthiopien, Dr Ahmed Abiy. C'est un réel plaisir pour ma part d'être ici à cette 27e réunion du comité conjoint des différents responsables et des administrateurs frontaliers djibouto-éthiopiens. Nos deux pays partagent plus que des frontières. Comme vous le savez, chaque jour, des milliers de personnes traversent les frontières de part et d'autre. Et la santé est au cœur de ces échanges. Je suis en constante relation avec mon homologue éthiopien, ministre de la Santé, Dr Abessa. Pour ma part, lors de votre travaux, je voulais juste soulever quelques points qui paraissent très importants à nos yeux. Vous le savez, depuis maintenant 2 ans, le monde fait face à la pandémie du Covid-19 qui a entravé les échanges, qui a eu un impact sur la santé humaine et sociale et économique. Et il serait intéressant de travailler sur la gestion des cas de Covid, mais aussi sur la vaccination anti-Covid. La rencontre du comité conjoint des administrateurs frontaliers est un maillon important pour le renforcement de la coopération et des échanges entre les deux frères qui sont Djibouti et l'Éthiopie, selon le ministre de l'Intérieur, M. Saïd Nur Hassan. Sous le leadership des dirigeants, la vision éclairée et la communauté de destin, les deux pays ont réussi une intégration économique qui est un exemple, a ajouté le ministre de l'Intérieur. Ci-dessous, écoutons un extrait de son intervention lors de l'ouverture de la rencontre. C'est un honneur et un réel plaisir pour moi de conduire la délégation djiboutienne dans le cadre de cette 27e rencontre du comité conjoint djibouto-éthiopien des administrateurs et responsables en charge des questions frontalières. Votre comité, ai-je besoin de le rappeler, est le meilleur et le maillon central de l'architecture institutionnelle en charge des questions frontalières. Placé stratégiquement entre les sous-comités frontaliers et la commission mixte ministérielle, le rôle de votre comité est essentiel au renforcement et à la consolidation des liens historiques et fraternels qui lient nos deux nations sœurs. Comme vous le savez, promouvoir la fluidification
et l'harmonisation de la circulation des biens et des personnes constituent l'épine dorsale de la problématique liée à la bonne gestion des questions frontalières et contribuent sans nul doute à l'affermissement des relations économiques, commerciales et culturelles entre nos deux pays. L'amélioration des relations à tous les niveaux entre nos deux pays passe inéluctablement et nécessairement par la facilitation des échanges transfrontaliers. Et ceci constitue le cœur de métier des travaux de votre comité conjoint. Il est inutile de préciser qu'il serait vain de penser pouvoir lutter efficacement contre la contrebande, l'immigration clandestine et d'autres activités criminelles si l'on n'arrive pas à stabiliser et sécuriser la circulation des personnes et des biens de part et d'autre de nos frontières communes. Par ailleurs, d'autres défis, et non des moindres, en rapport avec la sécurité ou encore la surveillance de la santé humaine ou animale dans les zones frontalières demeurent des sujets importants qui exigent toute notre attention. Notre vœu le plus cher est de renforcer davantage ces liens d'amitié, de fraternité et de coopération existants et surtout en ces périodes troubles. Ces liens solides ne doivent pas être vus seulement du point de vue économique et commercial, mais doivent également aussi être observés, surtout, au niveau social et culturel entre la République du Djibouti et la République fédérale et démocratique d'Éthiopie. Les agents de la brigade de la douane de PK20 et PK51 ont saisi ce matin un important lot de 4 qui traversait la route nationale 1, 20 colis de 4 qui contient chacun 300 paquets de 4 contrebande. Cette importante quantité de 4 est estimée à plus d'1 million de francs de Djibouti. Les agents de la douane ont saisi cela en collaboration avec la gendarmerie nationale. L'opération de saisie a été dirigée par le chef de division régionale d'Arta, M. Yahya Moussa Ege. Les agents des douanes effectuent régulièrement ces genres d'opérations de saisie pour faire face aux produits contrebande. Le directeur général des douanes, M. Goulet Ahmed Youssouf, remercie de terrain de leur effort inlassable pour protéger l'économie nationale contre la contrebande. L'unité de conditionnement de la société Okar Food and Beverage Industry est implantée à Dikil, dans le sud du pays. La société produit 2 marques phares, Palmeret et Okar, un mag préparé par nos équipes de la rédaction. L'unité de conditionnement de la société Okar Food and Beverage Industry est implantée à Dikil, dans le sud du pays. La société produit 2 marques phares, Palmeret et Okar. L'eau minérale est extraite à plus de 100 mètres sous terre au cœur de l'oasis millénaire de Cher Madeitou à Dikil. On part d'une bouteille préformée, on chauffe la préforme à 10 degrés, on souffle dans une moule. La matière se fige instantanément et on obtient la forme de la bouteille. Cette dernière est conviée jusqu'à la remplisseuse sur de conveyeurs air stériles. De là, rapidement, les bouteilles passent sur une autre machine qui va leur remplir et leur boucher en ligne. Une fois sorti de la remplisseuse et de la boucheuse, on va directement à l'étiqueuse pour lui mettre une identité et une date. Une fois l'étiquette finie, on va au fardelage. Le fardelage, c'est l'endroit où on va loter, faire le lot de 6 bouteilles. La dernière étape de ces processus est la palettisation qui consiste à emballer les bouteilles dans des cartons. C'est d'ailleurs le premier employeur de la région. Cette usine emploie environ 28 jeunes, tous natifs de cette région. Parmi eux, il y a Barwako Abdi Aden et Nabil Mohamed Abdillahi. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé du travail dans notre région, près de chez nous. Nous sommes vraiment très contentes parce qu'on peut à la fois prendre soin de notre foyer et travailler en même temps. Dieu merci, cette usine nous a offert du travail et c'est une occasion dont nous profitons. Du soufflage au fardelage, le processus d'embouteillage de l'eau minérale naturelle d'Okar et Palmeret est perfectionné à la pointe de la technologie. Elle filtre, purifie et équilibre l'eau.
Cette société a mis en point du matériel et un programme informatique qui assure la stabilité des minéraux naturels de l'eau et permet ainsi de produire une eau pure, 100% naturelle, d'une très grande et constante qualité. Toute la chaîne de production de la bouteille d'eau est constamment contrôlée afin de garantir une eau à la pureté intacte pour le consommateur. L'usine traite et emballe chaque jour environ 23 760 bouteilles d'eau minérale, une des eaux minérales les plus populaires de Djibouti. Cette usine n'est pas le seul existant ici dans la région de l'unité. Illico, une usine de fabrication de chaussures, maroquinerie, habillements et accessoires en tout genre, se trouve dans la localité de Mouloud, située à 10 km du chef-lieu. Cette jeune société de production de produits de maroquinerie est la première du genre dans notre pays à pouvoir prendre en charge la production de chaussures de tout type à des quantités industrielles. Elle propose différents modèles du mocassin à la paire de baskets habillées d'imprimés africains en passant par le mule, les potes de Roger, les sandales et les chaussures pour enfants. Des modèles qui ne coûtent pas très cher. Lors des festivités commémoratives du 41e anniversaire de la création de la localité de Mouloud, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait appelé les forces armées djiboutiennes à se fournir de rangers de la société djiboutienne Illico. Répondant à l'appel lancé par le président de la République, le haut commandement de garde-côte djiboutien a pris l'initiative de se fournir en chaussures de rangers issues de la production nationale effectuée par la société djiboutienne Illico. Une fois que notre production sera stabilisée, nous aurons besoin de plus de main-d'œuvre. On va recruter des jeunes et nous formons dans cette optique un groupe originaire de la région. Ce groupe de jeunes est formé par Omar, comme vous avez pu le rencontrer. Et nous attendons également la venue de 2 autres formateurs. Une fois formé, le personnel va augmenter. Bref, la région de Dikil apporte un changement visible dans le développement socio-économique du pays. Passons aux actualités internationales à présent. Comme mentionné dans le titre, l'Union internationale pour la conservation de la nature a dévoilé sa nouvelle liste des espèces menacées. Dans sa liste rouge actualisée et dévoilée ce samedi, l'Union internationale pour la conservation de la nature chiffre à 38 543 le nombre d'espèces menacées dans le monde sur les 138 000 recensées. Nous sommes tout près d'une 6e extinction de masse, a averti Greg Hilton, responsable de son élaboration. Parmi les espèces classées en danger figurent désormais les dragons de Komodo qui vivent dans certaines îles de l'archipel indonésien. Autres victimes, des hommes, les requins et raies qui font partie de la même famille, dont une réévaluation globale a montré que 37% des 1200 espèces étudiées sont désormais menacées. Toutes les espèces ainsi classées font face à la surpêche. 31% sont également confrontés à la dégradation ou la perte d'habitat et 10% à des conséquences du changement climatique. C'est tout pour cette édition de 22h, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.